m'appelle Adem. Je suis venu, j'ai des problèmes là-bas, puis je suis venu pour faire une demande d'asile. Voilà, c'est tout. Chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. 28 600 immigrés selon certains, 28 630 selon d'autres ont fait une demande d'asile en Suisse en 2012. L'immense majorité ne l'obtiendra pas. Placés en foyer ou en prison administrative, rien n'est fait par les autorités helvétiques pour rendre le séjour des requérants agréable. Bien au contraire, le but qu'ils n'aient pas envie de rester. Les conditions de vie sont dures pour des gens au passé souvent déjà douloureux. Oui, c'est dur un peu, mais pour arriver en Suisse, j'ai arrivé illégalement. J'aime bien rester en Suisse. Mettre un peu d'humanité dans tout ça, c'est la mission que se sont fixées les aumôneries. Le point de départ pour tout requérant en Suisse romande, c'est le centre d'enregistrement de Vallorbe. On y fait sa demande d'asile. Au quotidien, il n'y a quasiment rien à faire pour les clandestins. Mis à part dans un local où ils convergent tous, nous sommes au siège de l'association œcuménique pour les requérants, l'ARAVO. Jacques-André Galland, le secrétaire général de l'association. Notre rôle est premièrement d'écoute, c'est un rôle humanitaire et de montrer aux requérants qu'il y a d'autres personnes que des fonctionnaires, parfois un petit peu durs ou froids, pour les accueillir. Nous sommes appelés les mamas et les papas africains. Et nous sommes connus du reste loin à la ronde sous cette dénomination. Des papas et des mamas africains à l'écoute de leurs enfants qui ignorent tout du pays de destination. Chloé Bregnard-Ekofé, responsable du service d'aide juridique aux exilés, est notamment là pour les accompagner. Concrètement, ici à Vallorbe, on fait essentiellement de l'information. On explique aux personnes la procédure en Suisse, quels sont leurs droits, quelles sont leurs obligations. Et puis, on leur explique les moments clés et les choses auxquelles ils doivent faire attention. Une présence qui fait également office de contrôle pour éviter les éventuelles dérives au centre. Je pense qu'on est important pour quand même vérifier que dans le cadre du centre, les procédures se passent bien. Donc on a eu quelques difficultés par exemple d'accès à des soins médicaux. Donc le fait qu'on soit là pour pouvoir rappeler que c'est un droit de bénéficier de soins médicaux si on en a besoin. Je pense qu'on est utile aussi de voir comment ça se passe à l'intérieur du centre, que ça respecte bien les procédures. C'est quand même assez fermé, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Donc c'est important que nous, on puisse vérifier que tout est légal dans la manière dont ces personnes sont traitées là-bas. Ensuite, pour les quelques personnes qu'on peut aider juridiquement, évidemment que ça fait beaucoup de sens, les recours qu'on fait. On en fait rarement, mais quand on en fait, on en gagne quand même un certain nombre. L'ARAVO se charge aussi d'apporter des petits plus dans un quotidien difficile. Un exemple simple, des ordinateurs mis à la disposition de ces clandestins. Jacques-André. Alors l'accès à Internet est primordial. Ça permet aux requérants d'abord de faire venir certains documents qui sont exigés, ensuite de dialoguer parfois avec leur famille, et puis aussi d'écouter de la musique de leur pays ou d'avoir des informations sur ce qui se passe dans leur pays d'origine. Certains requérants arrivent par un autre biais, l'aéroport de Genève. Là aussi, les aumôneries sont présentes. Au-dessus de la salle d'embarquement des passagers pas comme les autres. Détenus dans la cage à oiseaux comme on l'appelle ici, ils attendent désespérément d'être rapatriés avec comme seule vue des avions qui décollent et qui atterrissent. Nous n'avons pas eu l'autorisation de parler aux requérants. Nous nous sommes alors contentés des explications d'Anne-Madeleine Raymond, aumônière œcuménique auprès des demandeurs d'asile. Alors voilà, c'est dans le bureau de l'accueil œcuménique de l'aéroport, donc c'est une aumônerie qui existe depuis passé 20 ans. Nous ici, on s'occupe justement d'aller grandes visites matin et après-midi aux requérants d'asile et on essaie de voir que ça se passe au mieux. Donc on les met en contact avec les personnes d'Elisa Asile, donc une association qui leur apporte une aide juridique. Et beaucoup de gens sont très croyants, donc on essaie aussi de les aider de ce côté-là, en priant avec eux, en leur apportant des bibles, en leur apportant des tapis de prière pour les musulmans, en essayant et puis souvent on fait aussi des petits recueillements œcuméniques. Il y a des fois des Sri Lankais hindous qui sont mélangés avec des chrétiens qui sont d'accord de faire des recueillements ensemble. Et puis c'est à leur demande toujours. On fait jamais du travail
je sais pas, de prosélytisme, je sais pas quoi. C'est toujours en fonction de ce qu'on entend, de ce que les gens nous disent. Et puis l'idée, c'est de les accompagner humainement, ne serait-ce que d'être des amis pour eux, puis les accompagner, leur donner un petit peu des informations pour que leur séjour en Suisse se passe le moins mal possible. Autre lieu de travail d'Anne-Madeleine Reimann, le foyer des Tattes à Genève. Un bloc d'immeubles décrépits où sont accueillis 600 requérants. Seule touche de couleur dans ce décor morose, le mur du centre de l'Agora sur lequel des peintures d'enfants attirent l'attention. Nicole Andretta travaille depuis 8 ans à l'aumônerie genevoise œcuménique auprès des requérants d'asile. À l'Agora, c'est d'abord une présence auprès de personnes qui sont pas très bien accueillies en Suisse, des personnes qui sont déboutées de l'asile, qui sont censées repartir dans leur pays. Je m'occupe pas mal des familles, des enfants et aussi des jeunes hommes célibataires. Alors, avec les familles, disons, et les enfants, il y a quand même le besoin de se projeter dans l'avenir. Même si on ne peut pas faire notre vie ici, les enfants vont à l'école comme tous les autres enfants. Quand des enfants naissent, on fête les naissances, on s'offre des cadeaux, on fête les anniversaires des enfants. Donc, pour les familles, les enfants, ils sont porteurs d'espoir. Donc, quelque part, il faut quand même garder cet espoir qui est entre eux, même s'il ne faut pas non plus leur donner des fausses illusions, hein. Pour les jeunes hommes qui sont célibataires, là, je trouve que c'est vraiment difficile parce qu'ils sont arrivés chez nous avec beaucoup d'espoir et on leur a mis beaucoup d'obstacles. Et en fait, on leur rend des conditions de vie très difficiles pour qu'ils aient l'envie de retourner chez eux, mais en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Ils sont face à un mur et en fait, ils perdent leur capacité de faire des projets. La seule chose qu'ils pensent, c'est résister pour rester ici. À notre passage au Tattes, pas de Sénégalais. Des Guinéens, en revanche, étaient présents. À l'image de Mamadou, un jeune déserteur dont le rapatriement est imminent. Ils suivent des cours de français à l'Agora, le temps d'oublier le quotidien déjà dur, même s'ils savent qu'ils ne pourront pas rester. Je viens de Guinée-Bissau, parce qu'en Guinée-Bissau, je suis militaire et quand il y a fait de la persécution, quand j'arrive ici, je ne parlais pas français, je parlais portugais, mais maintenant, j'ai pu dire grâce à Dieu et j'ai parlé un petit peu de français. Parce que maintenant, quand j'arrive, je vais à l'école pour prendre le cours de français. Les requérants arrivent et repartent tous les jours au Tattes. Les bénévoles de l'Agora ont parfois l'impression de se battre sans résultat. Une bataille qui n'est toutefois pas vaine. Nous avons retrouvé cette Iranienne qui, après des années au Tattes, a finalement obtenu le précieux sésame. Shirin se souvient. On n'avait rien, mais je vous ai dit que toujours, on va à l'Agora. Et quand même, j'ai demandé les autres asiles qui ne connaissaient pas l'Agora, vous pouvez venir à l'Agora. Il y a des cours en français, il y a des cours informatiques, comme ça. Et aussi un petit déjeuner chaleureux là-bas. Comme on dit, j'étais comme un petit arbre, comme une petite plante qui m'a plantée ici par l'Agora. Et m'arroser, jusqu'à aujourd'hui. Que je le vois comme ma famille, mes soutiens, soutien spirituel, comme ça. J'ai enraciné à partir de là-bas. Parce que vous savez, quand vous venez d'une famille, que vous étiez attaché à vous, dépendant et attaché à votre famille, mais c'est très dur. Quand vous, émigrez dans un autre pays, vous connaissez personne, ils étaient comme ma famille. On m'a toujours soutenu, soulagé. Je n'oublie jamais ça. Non à l'oubli, non à l'ignorance des efforts des aumôneries. Le conseiller d'État genevois à la sécurité qualifie d'incontournable le rôle de l'aumônerie dans la situation des demandeurs d'asile. Pierre Maudet. Alors c'est un travail indispensable que l'État ne peut pas assurer, mais qu'il soutient quant au principe. D'abord, l'aumônerie dans les prisons et dans le milieu de l'asile est un élément indispensable de la chaîne. Puis au-delà de ça, la qualité des relations entretenues avec l'Agora, avec celles et ceux qui incarnent ce maillon-là de la chaîne, est d'une rare qualité, donc je peux que m'en féliciter. Face aux maigres moyens de ces bonnes volontés qui se font remarquer, que peut faire l'État, Pierre Maudet? Oui, je les ai reçus au mois de mars, les 3 églises reconnues et officielles pour parler de ces questions-là, donc ils s'en sont ouverts. Ils m'ont montré aussi à l'appui des chiffres dont ils disposent que la pression est forte parce que les demandes augmentent, notamment dans le domaine de l'asile.
Maintenant, ils ne souhaitent pas forcément être subventionnés. Il n'y a pas de relation de subventionnaire à subventionné. Par définition, c'est un peu délicat, cette question-là. Mais je pense que l'État peut appuyer aussi, et c'est mon souci par exemple dans le cadre des prisons, à travers la mise à disposition de locaux suffisamment bien équipés. La Suisse, cette confédération de 26 États, ce pays de plus de 8 millions d'habitants qui fait tant rêver, n'est pas pour le moment prêt à essuyer les larmes de ces milliers de réfugiés qui cherchent l'hospitalité sur son territoire. Pour preuve, la loi votée le 8 juin dernier est venue compliquer les choses. Il n'est plus possible de demander l'asile dans une ambassade suisse à l'étranger.